Reki kia whiawherau. Reki nui te wai uni nau. Warau te huru o te oto te manu. Oro wena e ni kui te rai ake. Tara whakeni no te kai tatu. Ako arohanu. E ahua ai. I te tatu ke. Atau e a hiti noa. Ia ora ana paa ko tātou. E ia oro hena. E kia mei rango tātou. E wahiti. I te moture. I te motapao. Ahi oi tongou. Ahi oi tongou a tō whenua. Tō tātou whenua. E ia taua o oa. No matawai. I tu tau mai e ki te pai a mahore. I tau i e whenui ao te tatu. E te e mana te ruru ne kakau. I roto i te whanau a tā e. Ia huri ma hau mai te i remo i te tui koutou. Ia o e ia toro. Ia tiri a i tui koutou a anu. E ia ra i mua no te kutu. O ka o toi whauti I konei, I te mahona o ka o. O ka o toi toi ia, e tutonu, e ia pāri atua I koutou ite, e koutou marama, no te whātua ia I ko tātou rata, ko tātou whenua. Te ia whenua I whenua ia I ko tātou motuku. E ia oa, I a makare te tau I nga whiwhita, I me te whenua ko tātou motuku. Ohitinu. Ohitinui. I te rarapai. Te te mana, waruru tātou. No te teitei a tui ki te mo tau I kai tui ko tātou rara. E toi tātou I nina hopa. Hopa o tātou mātou puna maha I me komai. Hopa o tātou I hānei. Nā toi I te ona ki potu. Te mo hopa a koa. O te proia, o te natura. Te rewa, e te tai. I vai I e te mau e te eru. Te marewa, e te tai. E I muri ai whānui, te aru tai marewa. O te mokai au tātou e I mai. I te pono ora, I ngā horu mahope a ai te rei. Maruru au ia o tō, I te ai koi te whanoa. Te ia o tōna te tia au ka o te ia o tāpura I o tātou e whakiani. O tātā mātou koe e whakuran. Te rā, e ere me hauri. E whai tui tōna. Ia wei kua tui koutou. E a tau, e a hiti noa. Maruru whakau. Rā. Yorana. Bonjour à toutes et à tous. On vous souhaite la bienvenue. Il fait un petit peu chaud. En même temps, ça tombe bien, on va parler changement climatique. C'est parfait. Je suis Karine et je suis la pilote de la Convention des entreprises pour le climat pacifique. Et moi, je suis Céline, je suis la copilote du programme CEC Pacifique. Nous allons... pourquoi est-ce que nous sommes ici? On s'est dit que la meilleure des choses, c'était de se rappeler pourquoi est-ce qu'on était là. On était en fait quasiment dans ce même lieu il y a 11 mois. Et pour vous expliquer ce qu'on a fait ces 11 derniers mois, avant de laisser la parole à nos dirigeants, à nos étudiantes qui sont avec nous cet après-midi, on vous propose un petit retour en arrière. Je pense que ça va peut-être amener quelques émotions à nos participants et à nos dirigeants de la CEC qui sont avec nous et faire découvrir à ceux qui sont là, à nos invités, ce qu'on a vécu et par quoi on a commencé il y a 11 mois.
Ahere. Ahere. Here. Ahere te tumunui. Ahere to arutai mareva. Ahere to e whenua. Ahere to e aia. Inha. Ya here hoi o e yanara. O here ya oe. Ya oe. Oma. Maurui wharo ramai. Parheiana. Ya o rati natura. Maru. Merci à tous d'être présents ce soir. C'est une aventure qui commence aujourd'hui, qui a débuté il y a déjà plusieurs mois. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce que la question a au moins le mérite d'être posée, savoir ce qu'on peut faire. On est dans un tout petit milieu insulaire et donc on se dit du coup on peut rien faire, et moi j'ai envie de discuter avec des gens qui sont capables de me dire ça vaut le coup d'y réfléchir, ça vaut le coup de tenter des choses, et on a le droit de se tremper, mais par contre on n'a pas le droit de rien faire. Je suis persuadée qu'on est arrivé à un moment de l'échelle de la vie de la planète qui est assez critique. Et depuis 3 jours, on entend à quel point en fait la situation est critique, et j'ai envie d'apprendre d'autres méthodes qui nous amènent vraiment à un changement à notre échelle, mais surtout à une échelle collective. Alors où j'en suis au bout de ces 36 heures? Mieux informée, mieux consciente des enjeux, perturbée, parce que forcément ça perturbe l'état de notre planète, mais confiante, et puis décidée à y aller, parce que l'urgence est là et qu'on ne peut pas faire autrement. Sur cette première session, il y a une sorte de malaise, de mal-être qu'on peut, moi que j'ai ressenti très rapidement, parce qu'on nous met face à la situation. En fait, on connaît déjà. On a des informations, mais je pense que par facilité ou par déni, par moment, on oublie un peu tout ça. Ou alors on n'en a qu'une partie. Et quand on assemble le tout ce qu'on nous donne, waouh, c'est l'abîme. C'est une sorte de mal-être, de malaise qui s'immisce en nous en se disant mais à quoi bon? À quoi bon continuer à vivre, continuer à avancer si on regarde que le monde il va dans le mur en fait? J'ai eu mal, je suis tout remué, je suis tout chamboulé, et en même temps je suis entouré de gens bienveillants qui ont les mêmes consciences que moi, qui ont fait les mêmes prises de conscience. Alors, je suis passé par une période un peu dans des schémas traditionnels de réaction, donc une période de dépression pour tomber au fond du trou par rapport au diagnostic qui nous a été présenté, même si, va de soi, j'avais conscience de beaucoup de choses. Mais là, on a eu des chiffres, on voit que ça se précise, on s'approche des dates où les grands changements vont apparaître. On a mis le doigt sur les conséquences de tout ce qui se passait. On a surtout aussi la possibilité de voir et d'identifier les causes de ce mal. Et je pense que l'intelligence collective est quelque chose d'absolument fondamental et d'une puissance dingue. Et qu'ensemble, voilà, on y arrivera peut-être pas sur toutes nos expériences, mais en tout cas on les mènera, ces expériences. On essaiera de faire changer le monde, on essaiera d'emmener des gens avec nous, de convaincre. Et voilà, peut-être que je me dirai dans 20 ans que ça a servi à rien, mais je préfère me dire que ça a servi à rien plutôt que j'ai rien fait. Ça doit rappeler des souvenirs, On est là parce qu'on a envie justement de mettre en œuvre un certain nombre de choses pour lutter contre le réchauffement climatique, l'effondrement du vivant.
On est là parce qu'on a réussi à mobiliser en l'espace de quelques mois 64 dirigeants de Polynésie française. Et aujourd'hui, en fait, depuis hier, on s'est retrouvés dans ces lieux. C'est la dernière session de notre parcours. C'est une session où nos dirigeants prennent leur envol vers, nous l'espérons, une nouvelle économie, une économie régénérative. Et on est là avec vous. Nous sommes très heureux, chers invités, que vous soyez des nôtres pour célébrer, en fait. Célébrer parce qu'on a travaillé comme des fous. Ils ont bossé tellement fort et on est tellement tous, je crois, très fiers du travail qui a été accompli qu'on est très heureux aujourd'hui de pouvoir célébrer ce parcours avec vous. Vous allez pouvoir découvrir des premières feuilles de route. Alors, elles sont vraiment toutes chaudes. Elles ont été remises au-delà de la température de la salle. Elles ont été remises à 10h ce matin. Et donc, entre 10h et cet après-midi, ils ont préparé leur pitch. Donc, vous allez découvrir certains d'entre eux. Également, quelques projets coopératifs territoriaux. Et ce qui est très important, c'est de se rendre compte que c'est la fin du parcours. Mais véritablement, c'est le début d'une nouvelle aventure. Et je crois que ça, on en est tous convaincus. Juste peut-être pour rappeler vraiment, qu'est-ce qui fait qu'on est là? Vous l'avez entendu dans la vidéo, dans le film de cette session 1, on est là parce qu'il y a urgence, en fait. On est là parce qu'il y a urgence, parce que notre système Terre, notre planète est en crise. Alors, les participants de la CEC ont déjà vu, et le connaissent par cœur maintenant, ce schéma qui nous présente le dépassement des limites planétaires. Et puis, nos ministres et présidents aussi connaissent maintenant ce schéma, puisque nous avons organisé un parcours adapté pour les membres du gouvernement sur le constat monde d'après et sur ce qu'est l'économie régénérative. Mais véritablement, aujourd'hui, on est dans un enjeu crucial, puisqu'on parle d'habitabilité. Est-ce qu'on est capable, par nos actions, de maintenir la terre habitable pour nos enfants demain? Et quand on regarde ce graphique qui finalement décrit les 9 limites planétaires, qui sont, en fait, juste peut-être pour resituer, ces limites planétaires, elles ont été définies par des experts et qui nous permettent de comprendre quels sont les grands ensembles naturels qui régissent et qui permettent justement de rendre notre planète habitable. En vert, c'est la zone encore safe, dans laquelle on peut vivre et évoluer. Et puis vous voyez que finalement c'est assez chaud, puisque 6 des 9 limites planétaires sont dépassées aujourd'hui. Donc on parle de pollution, évidemment, le changement climatique avec la concentration de CO2, la biodiversité, l'usage des sols, les cycles biogéochimiques, etc. Et puis en fait, les experts nous ont annoncé il y a quelques semaines qu'on était probablement en train de dépasser la 7e limite planétaire avec l'acidification de l'océan. Et l'acidification de l'océan, pour le coup, on ne peut pas dire que ça ne nous concerne pas. Donc, on a mobilisé les dirigeants de notre territoire. Ils ont accepté de nous faire confiance et d'embarquer avec nous dans l'aventure pour justement se dire, finalement, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on repense nos modèles d'affaires? Parce qu'aujourd'hui, on fait le constat qu'on travaille sur le changement climatique, on travaille sur l'effondrement de la biodiversité, on va travailler sur le changement et l'usage des sols, sur l'acidification de l'océan, mais tout cela est éminemment systémique. Et dans cette systémie, alors je ne vais pas me permettre de rentrer là-dedans, mais en fait, on se rend compte qu'il y a des interactions absolument colossales. Et il ne s'agit pas de régler un problème, il s'agit de régler un problème qui est global. Et donc, nos dirigeants se sont attachés pendant ces mois à travailler, à essayer de faire évoluer leur modèle d'affaires. Essayer de faire évoluer leur modèle d'affaires dans le cadre de cette Convention des entreprises pour le climat. C'est une convention qui a été créée en 2021 en métropole, à l'initiative d'un cadre qui, à l'époque, bossait chez Michelin aux États-Unis et qui, voyant le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, s'est dit « Mais attendez, si on a réussi à mettre 150 citoyens autour de la table, les faire réfléchir alors qu'ils n'y connaissaient absolument rien aux questions climatiques et aux autres limites planétaires, et qu'au bout de quelques mois, ils ont été capables de faire des propositions pertinentes, qu'est-ce qui se passerait si on mettait, en réalité, les entreprises autour de la table? Et il a eu l'audace et le courage de rassembler 150 grands dirigeants français
Et en septembre 2021, il lance cette initiative complètement folle qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat en métropole. À la fin du parcours, 10 mois après, les dirigeants eux-mêmes se disent « mais ce qu'on vient de vivre est absolument gigantesque, on ne peut pas s'arrêter, on doit continuer ». Et donc ce sont les dirigeants qui se sont saisis du sujet et qui se sont dit « en fait, on doit démultiplier notre CEC et il faut qu'elle aille dans les territoires ». Alors ça a commencé par les territoires nationaux, en région. Et en fait, quand on a vu cette initiative-là, on s'est dit « mais et nous ? Et nous aussi, on veut y aller ». En fait, on les a contactés et finalement, on est aujourd'hui la première CEC en dehors des murs de l'Hexagone. Donc il a fallu, à partir du parcours existant, évidemment, tout inventer, tout préparer et accompagner nos dirigeants. Pourquoi faire ? Quelle est la raison d'être de la CEC ? Elle est limpide. C'est de rendre irrésistible la bascule d'une économie extractive, où on considère que les ressources sont infinies, ce qui est loin d'être le cas, vers une économie régénérative avant 2030. Donc pour cela, on a besoin d'un sursaut. Les petits gestes ne suffiront pas, je crois que nos dirigeants l'ont bien compris. On a besoin d'un sursaut. Donc le programme, comme tu l'as dit, c'est un programme de transformation d'abord personnelle, mais aussi une transformation de l'organisation. C'est un programme qui prend du temps, c'est 10-11 mois en fait, ensemble, à travailler, à se voir tous les 2-3 mois, à s'extraire en fait de l'organisation de son entreprise ou de son organisation. Et effectivement, d'abord faire un diagnostic du business model, où est-ce qu'on en est, du modèle d'organisation ou du modèle économique, puisque une des particularités, on le verra, c'est qu'on ne parle pas que d'économie. Effectivement, de savoir derrière comment, à horizon 10 ans, on peut opérer une bascule vers l'économie régénérative. Et ça, effectivement, ça se fait en fait sur un changement au fur et à mesure de paradigme. On va du business as usual à un modèle un peu plus responsable, un modèle qui contribue et un modèle qui va vers la régénération. Alors Karine l'a dit, derrière c'est aussi une méthodologie qui est un peu particulière, qui est quelquefois déstabilisante pour nos dirigeants. Elle se base notamment, alors ça c'est une des grosses particularités, sur une méthodologie qu'on appelle tête, cœur, corps. La tête, parce qu'il faut comprendre, il faut saisir, il faut avoir les informations suffisantes finalement pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe et la complexité d'ailleurs d'action, pourquoi c'est si difficile en fait d'avoir un impact. Le cœur, parce que sans cœur, sans être touché au plus profond de soi, ce qui nous anime profondément, le cœur ou les tripes, c'est plutôt les tripes en fait qu'on dirait finalement ici, c'est comme ça qu'on l'appellerait. C'est ce qui va opérer en fait la bascule et ce qui va donner le courage finalement à agir, donc à cette partie corps, à l'action et donc laisser place à l'action. On a travaillé en solo, nos dirigeants sont venus en binôme, le dirigeant et le Planet Champion, donc quelqu'un dans l'organisation qui va accompagner la mise en œuvre. Ils ont travaillé en canvas, c'est-à-dire en sous-groupe, avec des gens avec qui ils n'ont pas l'habitude de travailler. Alors les institutions avec les privés d'abord. Le privé à l'intérieur, c'est des petites startups avec des grandes entreprises, des grands groupes, des universités. Et puis, ils ont aussi travaillé à 64 et notamment, vous verrez que un des livrables, ce sont ces projets coopératifs, ces projets qui doivent avoir un impact sur le pays et sur la transformation vers l'économie générative. Juste quelques chiffres que vous ayez ça en tête. Ça a été un des gros challenges finalement quand on a essayé de recruter cette belle promotion de la CEC. 22 parcours terminés ou en cours aujourd'hui pour la CEC, 3 parcours hors de l'Hexagone, et donc nous sommes le premier en dehors de l'Hexagone, et nous terminons en fait ce soir. Et il y en a 2 autres qui viennent d'être lancés, qui sont la Suisse et la Belgique. Voilà, Suisse et oui, Belgique.
Voilà, voilà. 1250 entreprises embarquées, 2500 dirigeants, du coup, plus de 400 contributeurs. Et puis surtout, c'est un des enjeux, c'est que on publie des feuilles de route, on les publie. C'est-à-dire que l'engagement, c'est pas que j'ai travaillé sur un truc, il est beau mon document, magnifique, etc. Non, c'est mon document est beau, je suis fière, il est ambitieux, il est lumineux. Et surtout, il va permettre d'inspirer d'autres personnes. Voilà. Et la publication et le partage du travail, il est très important parce que c'est de ça que va naître en fait la bascule et permettre en fait d'inspirer les autres. Alors on me pose souvent la question, mais qu'est-ce que vous faites? Donc 6 sessions. 6 sessions, on va aborder en fait des sujets un peu différents. D'abord le constat, ça c'est ce qu'ont vécu notamment nos ministres d'IRCAB et délégués interministériels sur la mini-CEC, c'est qu'est-ce qui se passe, comprendre en fait, voilà. L'économie régénérative, c'est quoi? On va en reparler tout à l'heure. Comment en fait on peut faire différemment? 3, il y a un point qui est important, c'est de comprendre que le vivant n'est pas quelque chose qu'il faut utiliser, mais c'est un partenaire et c'est même plus qu'un partenaire, c'est quelque chose pour lequel il faut que nous travaillons. Voilà. Donc c'est entreprendre avec le vivant. La nouvelle boussole, parce qu'effectivement, quand on parle de vivant, quelquefois, en particulier quand on doit lever de l'argent, par exemple, ou qu'on doit faire un prêt, ou etc., c'est pas forcément en fait des indicateurs financiers uniquement qui vont compter. Et donc, effectivement, dans la nouvelle boussole, c'est aussi comment on compte différemment la performance d'une entreprise, comment on réfléchit sa pérennité, comment on évalue finalement les projets qui nous sont soumis pour financement. Derrière, on ne peut rien faire sans les autres et vous verrez que aujourd'hui, je pense qu'un des grands changements que vous avez fait... Ah, bonjour Vincent. Un des grands changements en fait, qui ont été opérés, c'est de ne pas réfléchir uniquement en silo, mais bien prendre conscience que le changement, il vient ensemble. Voilà. Donc ça, c'est l'écosystème. Et puis aujourd'hui, c'est l'envol. Pour ça, il faut changer de regard. Il faut comprendre qu'il y a d'autres modèles que l'économie telle qu'on la connaît, capitalistique, on va dire, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Qu'il y a des modèles économiques qui vont au-delà de la réduction d'impact ou du net zéro. Ça, c'est quelque chose qu'on entend en fait beaucoup. Oui, c'est bien, mais en fait, même si tout le monde faisait du net zéro aujourd'hui, en fait, ça ne permettrait pas à long terme, à 30, 40, 50 ans finalement, d'avoir des entreprises qui soient encore existantes. Parce qu'il faut se le dire quand même, l'enjeu, c'est d'avoir encore de l'économie dans 40 ou 50 ans, quand il n'y aura plus de ressources, ou peu de ressources, ou pas suffisamment, ou quand elles n'arriveront pas, en l'occurrence ici en Polynésie. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc effectivement, il faut travailler à la régénération des ressources et des écosystèmes. Il faut travailler ensemble et il faut travailler différemment. Ça suppose un cheminement dont je vous ai un peu parlé. Effectivement, nous, on vise la régénération, c'est-à-dire une entreprise ou une organisation qui va participer à la régénération des ressources. Mais tout le monde ne peut pas être régénératif, parce que l'activité même que l'on mène ne permet pas en fait finalement de l'être. Et quand ça ne permet pas de l'être, finalement, c'est comment on va contribuer au maximum à la limitation de son impact et à travailler en fait à fournir un environnement juste et sûr qui permette en fait à la population de se développer. Une fois que je vous ai dit ça, ça va ? Une fois que je vous ai dit ça, en fait, c'est qui est autour de la table ici en Polynésie? Ben oui, nous sommes partis 32. Voilà. 32 organisations. On dit organisation puisque à la fois des entreprises du privé et 5 services de l'administration ont embarqué avec nous dans cette aventure. 6 au départ, mais 5 à l'arrivée. Et on est extrêmement fiers parce que c'était un challenge en fait au départ. C'est vrai.
On s'est demandé, mais comment est-ce qu'on va être capable de faire travailler ensemble le public et le privé? Alors, nous, depuis le début, on est absolument convaincus que c'est possible et que ça peut être absolument extraordinaire. Ça peut être un accélérateur. Un accélérateur. Et 11 mois après, est-ce qu'on peut décemment dire que ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne. Donc, 32 organisations, 31 feuilles de route que nous avons reçues ce matin. 32 feuilles de route à visée régénérative. Et vous allez découvrir quelques-unes de ces feuilles de route tout à l'heure, enfin dans quelques instants. Mais il ne faut pas qu'on oublie pourquoi est-ce que finalement on fait tout ça. On vous a dit, il y a cette urgence-là. Certains, et ils sont nombreux, à dire que nous sommes la dernière génération à pouvoir avoir un impact positif sur notre environnement, sur notre planète, et permettre aux générations futures de vivre décemment, de vivre une vie à peu près comme nous on l'a vécu. Et donc on trouvait intéressant, important, on avait envie, on l'a déjà vécu hier avec la session 6, avec l'une de nos bénévoles, mais on avait envie de partager aussi avec une génération légèrement au-dessus, avec des étudiants de l'université, d'être présents avec nous et de partager leur vision des choses. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers l'université qui est membre de la CEC et qui a créé cette année, il y a une rentrée avec une licence des transitions. On s'est dit, et si on demandait tout simplement à nos étudiants la licence de transition d'intervenir? Voilà. Et donc elles sont là avec nous et on va les laisser s'installer. Donc Hoani, Sophia et Eline, peut-être qu'il y a un petit peu de stress quand même, donc on vous invite vraiment à les applaudir, à les encourager et on leur laisse la parole. Yaora Naoto Patoa. Nous sommes Hoani, Aileen et Sophia. Nous sommes trois voix de la jeunesse polynésienne, unies par l'envie d'agir. Et nous nous tenons devant vous aujourd'hui avec courage et détermination pour vous montrer l'intérêt que nous portons à notre futur. Nous sommes ici, à Tahiti, dans un cadre paradisiaque, avec notre style de vie bien à nous que le monde entier apprécie. Nous avons tous déjà entendu « Hey copain, t'as besoin d'aide ?» Et je pense, selon moi, que la mentalité polynésienne se résume à cette simple phrase. Aujourd'hui, en vous voyant ensemble devant nous, unis et engagés, nous gardons l'espoir d'un avenir meilleur. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Nous ne formons qu'un. Ensemble, nous réussirons à améliorer le monde. Pensons à nos îles, nos lagons, nos vallées et nos foyers. Pensons à tout ce que nous pourrions perdre et agissons pour préserver notre fénois. Nous, les jeunes, nous mobilisons de plus en plus pour la protection de l'environnement et la mise en place de solutions durables. Ces enjeux sont progressivement intégrés dans l'éducation et l'enseignement, et nous pouvons le voir à travers certains projets dédiés, comme le jardin pédagogique du collège de Tarawa, les éco-délégués présents dans de nombreux établissements, ou encore la toute récente licence Sciences de la transition écologique et sociétale en milieu multi-insulaire. D'ailleurs, nous faisons partie de la toute première promotion de cette licence. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons face à vous, la toute première promotion de la CEC Pacifique. Une belle illustration des liens prometteurs qui se tissent autour du changement. Aujourd'hui, le choix professionnel des étudiants est fortement influencé par les valeurs du vivant. Ces valeurs essentielles sont maintenant plus importantes que la recherche du profit. À nos yeux, le renoncement sera l'un des piliers clés pour réinventer un modèle d'affaires régénératif au service de notre planète. La jeunesse est attentive. À vous de leur donner envie et raison de vous choisir. Vous êtes chef d'entreprise et d'institution, mais aussi parents responsables avec des enfants qui comptent sur vous. Trouver l'équilibre entre ces deux rôles est certes un réel défi, mais au final, toutes les actions que nous menons chaque jour visent à laisser un héritage et un futur meilleur aux générations. Les arbres, les coraux, les plages et tout l'héritage culturel et historique de notre peuple, c'est tout ça que nous risquons de perdre, car
nos traditions et notre patrimoine sont porteurs d'une histoire riche et sont tout aussi menacés. Il est donc essentiel d'avoir conscience de la valeur inestimable de la culture polynésienne et de tout ce qu'elle représente. S'il y a quelque chose que l'on apprend dans notre licence, c'est qu'on ne peut pas traiter d'une problématique aussi grande seul. C'est pourquoi nous voulons que les acteurs du territoire trouvent des solutions ensemble, plutôt que de mettre en place des mesures isolées et individuelles. Nous voulons d'un monde où les entreprises et les pouvoirs publics travaillent ensemble pour le bien commun. Un monde où l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Chaque entreprise et institution du pays a quelque chose de différent à apporter. Et c'est en mettant en place des actions cohérentes entre elles que des résultats plus importants se feront remarquer. Nous vous demandons de la transparence et de réelles actions sur le long terme, qui n'ont pas juste pour vocation de faire bonne figure. Que l'obligation de faire un choix... Nous sommes conscients des défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels nos sociétés sont confrontées. Nous sommes également conscients de notre propre pouvoir, de notre capacité à agir et à faire la différence. Nous ne voulons plus être spectateurs passifs d'un monde qui se détériore. Nous voulons être acteurs du changement, bâtisseurs d'un futur durable et équitable pour tous. Nous attendons de vous que vous soyez des acteurs de changement, que vous défendiez les causes qui nous tiennent à cœur. Nous voulons que vous nous offriez des opportunités de nous engager, de nous investir dans des projets concrets et de prendre parti aux décisions que vous prenez qui impacteront notre avenir. Nous attendons de vous que vous soyez responsables, que vous intégriez pleinement les enjeux environnementaux et sociaux dans vos activités. Nous voulons que vous créiez des emplois de qualité qui respectent les droits des travailleurs et qui contribuent au développement local. Nous voulons que vous innoviez, que vous proposiez des produits et des services durables qui s'engagent dans des projets environnementaux et sociaux. Nous savons que la Polynésie française vit dans un contexte où elle est confrontée à des problèmes propres au territoire, comme notre isolement ou notre éloignement. Mais dans un monde parfait, ces contraintes sont transformées en atouts. C'est encourageant de voir que vous, les entreprises et les institutions du pays, ayez conscience de tout ce qui se passe. Nous voyons à quel point ça va mal, à quel point cela peut empirer. Et nous le savons maintenant. Nous comptons donc sur vous pour engager les redirections nécessaires. Nous sommes les héritiers d'un monde en crise. Bouleversement climatique, 6e extinction de masse, dépassement des limites planétaires, et ce n'est que les débuts d'une longue liste. Nous aspirons à un monde où il fait bon vivre. Un monde où la nature est respectée, où la justice sociale est une réalité et où chacun a la possibilité de s'épanouir. Nous voulons d'un monde où l'éducation est accessible à tous. Un monde où la culture est valorisée. Un monde où la créativité est encouragée. Nous voulons d'une société ouverte, tolérante, respectueuse, qui nous offre des perspectives d'avenir et qui nous permette de nous épanouir pleinement. Nous avons fait le choix de nous former pour comprendre le monde d'aujourd'hui et les enjeux de demain. Nous sommes engagés et prêts à nous investir dans la construction d'un futur meilleur. Nous vous appelons toutes et tous à vous joindre à nous. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur et équitable pour tous. Vous avez fait le premier pas, prendre conscience. Maintenant, agissez, agissons collectivement, chaque heure et chaque seconde de nos vies, pour ce qui compte réellement pour nous. Merci. Bravo, bravo pour votre courage et bravo d'être venu avec nous. Moi, je voulais en profiter pour remercier l'UPF. Voilà, l'UPF, ça a été un de nos grands partenaires finalement sur tout le parcours. En plus d'être participant au parcours, l'UPF a une très belle feuille de route que vous ne verrez pas aujourd'hui. Et que vous verrez en fait publié le 3 juin, voilà, dans notre rapport. Mais aujourd'hui, on a eu dû faire des choix en fait. Mais merci, merci pour l'engagement, merci pour votre engagement dans ce parcours et merci pour votre accompagnement également.
Voilà, bravo. Mais c'est quoi une feuille de route? Bon, on n'arrête pas de vous en parler, il faudrait peut-être qu'on vous dise ce qu'il y a dedans quand même. Vous l'avez vu, on a un parcours qui est vraiment évolutif. Et il y a un point notamment qui est un point fondamental, c'est de formuler une question générative. Alors tout à l'heure, quand vous allez pouvoir, je parle à ceux qui n'ont pas fait le parcours, quand vous allez échanger avec les dirigeants, on va dire la question générative, la question générative, la question générative. Il y en a eu 3, 6, 10, 12, 15 versions finalement. C'est finalement une question Alors la feuille de route, c'est une feuille de route à 10 ans, d'accord? C'est pour 2035. Donc vous avez en fait des feuilles de route qui sont créées avec un plan d'action en fait sur 10 ans. La question générative, finalement, c'est la tension en fait qui nous permet d'amorcer le changement dès maintenant et de s'assurer en fait d'aller vers le régénératif. Tu rajoutes quand tu veux. Hein, non, mais alors allez, je parle du nouveau cap. Tu veux? Vas-y. On a évidemment, il ne peut pas y avoir de feuille de route sans un cap. Un cap à 10 ans. Alors évidemment, on imagine bien qu'un cap à 10 ans, c'est pas suffisant quand on amorce une transition et qu'on veut faire une bascule vers une nouvelle économie. Mais ce sont, on va dire, la première étape. Et donc, on a demandé à nos dirigeants de se projeter en 2035 et d'imaginer. Okay, on fait un pas en avant, on ferme les yeux, ou on ferme les yeux et on fait un pas en avant, et on imagine mon entreprise, mon organisation, mon service dans 10 ans. Si je fais une bascule vers cette économie régénérative, à quoi va ressembler mon écosystème? Comment va être mon organisation? Comment est-ce qu'elle va fonctionner? Quel service avec le vivant elle aura développé? Quelle coopération totalement inédite elle aura mise en place? Quelle gouvernance elle aura fait évoluer? Peut-être mettre la nature au board. C'est un sujet dont on a beaucoup parlé en fait au sein de notre CEC. Et donc ce nouveau cap, il est extrêmement important parce qu'il conditionne en fait des leviers de redirection. Les fameux leviers de redirection. Donc, ils sont au nombre de 3 à 5. Ils permettent finalement, ce sont finalement les pivots. Hein, c'est ce qui va permettre en fait de pivoter une activité, de pivoter une économie, de pivoter en fait une organisation. Elles permettent en fait aussi d'avoir une vision en fait de transformation. Elles sont relayées, en fait, elles sont évaluées à travers des objectifs d'impact qui sont mesurables et derrière déclinés en plan d'action. Et il ne peut y avoir de feuille de route sans mobilisation des parties prenantes, en fait, sans mobilisation des écosystèmes. Et ce qu'on a effectivement de commun à toutes les feuilles de route et ce qu'ont posé tous nos dirigeants, alors quand je parle de dirigeants, c'est au sens large, hein, c'est dirigeants et puis nos chefs de service, c'est comment est-ce qu'ils mobilisent leurs collaborateurs? Comment est-ce qu'ils mobilisent leurs prestataires, leurs fournisseurs, leurs clients? Et on retrouve vraiment un point commun à toutes ces feuilles de route sur la nécessité absolue de mobiliser l'ensemble de cet écosystème et des parties prenantes. Donc, une fois qu'on vous a expliqué ce qu'on met dans une feuille de route, peut-être que ce qui va être important maintenant, c'est de se dire concrètement, qu'est-ce qu'elles ont fait? Qu'est-ce qu'elles nous ont proposé? Et donc, on a dans chacune de nos équipes, parce qu'on a travaillé en équipe dans des camps de base, on a identifié des organisations qui vont pitcher en 5 minutes leur feuille de route. Alors, on imagine bien qu'en 5 minutes, on ne peut pas raconter 10 ans de projection dans une visée régénérative. Donc, c'est un véritable challenge pour ces organisations de venir présenter, on va dire, l'essentiel de leur feuille de route. Quels sont les 1, 2, 3 grands partis pris sur lesquels elles ont misé pour se transformer. Vous êtes prêts? Oh, vous êtes au taquet, je vois. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est la chaleur, c'est ça? Ok, il va falloir s'habituer. Donc, ce qu'on vous invite, c'est on va inviter peut-être notre premier dirigeant et on va appeler Gilles Bonvarlet, qui est Gilles Bonvarlet et Laurent Mallet, qui sont les dirigeants de Sodiva. Désolée, on en a mis qu'un en fait. On en a mis qu'un, on est... Mais vous êtes là. Tu veux dire?
Merci beaucoup. Yaorana. J'ai le plaisir de vous présenter Laurent, le Planet Champion pour la Sodiva. Moi, donc Gilles Bonvarlet. Et on a le plaisir de vous présenter aujourd'hui la feuille de route régénérative de la société Sodiva. Alors, vous l'aurez tous compris, nous sommes des vendeurs de voitures. Alors, Sodiva, en tant qu'importateur automobile en Polynésie, s'engage à transformer son modèle économique dans une optique de régénération, en s'inscrivant dans une démarche d'économie circulaire, bonne distribution, mais aussi en s'engageant dans la transition énergétique. L'entreprise vise à améliorer la qualité de vie des Polynésiens et celle des salariés, tout en repensant notre offre et également nos pratiques. Ce projet ambitieux s'appuie sur une collaboration étroite avec tous les acteurs locaux. Vous l'avez entendu, on ne peut pas y arriver seul. Alors, hors de question de continuer à importer et de vendre n'importe quoi et à n'importe quel prix. Notre défi, c'est de vendre mieux. Et pour cela, c'est de céder à la tentation volumique. On a une vision et un cap, puisque c'est la feuille de route qui nous a été fixée par le CEC et c'est la ligne de conduite que notre entreprise a pris depuis maintenant 10 ans, puisque nous commercialisons des véhicules électriques depuis 2014. Ce cap, en fait, c'est une vision d'ici 10 ans, en 2035, d'avoir un parc automobile qui compterait plus de 80% de véhicules propres, avec une diminution notable des émissions de CO2. D'avoir un réseau de bornes de recharge généralisé et alimenté par de l'électricité solaire et produite ici. On peut y arriver. Beaucoup de nos clients, d'ailleurs, ont des installations photovoltaïques. D'avoir une gestion des batteries optimisée grâce à un centre de réparation de batteries implanté à Tahiti qui prolonge leur durée de vie et elle va améliorer la fin de cycle et va convertir en dispositif de stockage d'énergie en toute fin de vie. Et enfin, le démantèlement des véhicules en fin de vie qui est organisé pour garantir une seconde vie aux pièces et composants par le biais de recyclage. L'objectif est de réaliser un cercle vertueux. Et cette vision pragmatique, elle privilégie vraiment une transition vers des solutions durables, plutôt que le passage forcé 100% électrique, évitant ainsi les dérives d'une utopie politico-industrielle internationale qui potentiellement pourrait être déstabilisante. Vous voyez que nous n'adhérons pas forcément à tout ce qui a été mis en place et annoncé sur l'ensemble des continents. Alors, on ne va pas ménager nos efforts. On va agir sur 5 leviers principaux. Le premier levier, c'est la réduction et la limitation des véhicules polluants. On va commencer par montrer l'exemple et refuser d'importer des véhicules qui ne répondraient pas à certains prérequis. Et vous voyez tout de suite où on va vouloir en venir, c'est-à-dire quelle est la fin de vie de la batterie. Donc on va réexaminer l'ensemble des produits proposés par nos constructeurs et on va limiter ou refuser l'importation et la distribution de véhicules à forte émission. En quelque sorte, on va apprendre à dire non. Celle-ci, elle n'a pas d'avenir chez nous. Et on va identifier et quantifier le CO2 émis pour chaque modèle. Ça, c'est protéger notre Fénois. Le levier numéro 2, et il n'est pas des moindres, c'est l'implantation d'un centre de réparation de batteries à Tahiti. Il ouvrira d'ici quelques semaines, d'ici le mois d'avril, mai, et il va permettre... Merci. Ça fait 2 ans qu'on travaille sur le sujet, bien accompagné par le constructeur Renault. Et il va permettre de remplacer les modules lithium endommagés et assurer l'entretien régulier des batteries. De convertir les batteries non opérationnelles en système de stockage d'énergie grâce à des installations dédiées.
Et enfin, rendre les batteries ou les modules inertes afin de réduire les risques d'incendie et de pollution, car il est hors de question de les entasser dans nos garages, nos showrooms ou sur nos parcs de stockage. Préserver notre environnement. Le troisième levier est le partenariat et les coopérations écosystémiques. L'objectif est de créer un réseau de coopération avec tous les acteurs de l'écosystème, clients, fournisseurs, entreprises, de recyclage, etc., les administrations, de rendre à la terre ce qui a été pris à la terre. Vous avez tous entendu parler des terres rares qui viennent constituer ces batteries au lithium essentiellement. Des actions ont déjà été menées avec Christophe Balzan à OA il y a déjà 3 ans et on a commencé à mener une réimplantation et à s'impliquer totalement sur la terre. De développer des synergies pour renforcer l'économie circulaire dans le secteur automobile et générer des synergies avec les confrères. On leur propose également de réparer leurs batteries, de ne pas le faire seul avec un avantage concurrentiel, mais de partager. Et là, il s'agit pour nous de s'impliquer pour nos terres. Le quatrième levier, c'est le bien-être social des salariés. Chez Sodiva, nous sommes 160 et on a un objectif ambitieux, c'est de faire adhérer tous les salariés à une charte écologique, RSE, comme on l'appelait jusqu'à aujourd'hui. Promouvoir une culture interne durable et éco-responsable. Sensibiliser l'ensemble des collaborateurs aux enjeux climatiques, organiser des formations et des ateliers, la fresque du climat, sur laquelle nous avons travaillé ici au CEC et Maruru à l'ensemble des COFA et organisateurs. Et enfin, pour ce quatrième levier, le bien-être social et des salariés, il s'agit de partager en collectivité. Le cinquième levier, et il n'est pas des moindres non plus, il s'agit de s'engager auprès des clients. Vous savez, ça fait 27 ans que je vis en Polynésie française, c'est devenu ma maison, et j'ai appris à connaître les Polynésiens. Et le Polynésien, j'aime à dire que c'est un épicurien. Pourquoi? Parce que le Polynésien, d'abord, il aime sa culture, il aime sa nature, et il aime sa voiture, sans oublier la nourriture. Et il ne faut pas le tromper. Quand il vient acheter une voiture, quand il vient dans un showroom, il s'agit d'avoir le bon discours. Et le bon discours, c'est l'accompagner, de lui dire qu'est-ce qu'il va se passer pendant la durée de vie de la batterie, qu'est-ce que ça va lui coûter, que va devenir la batterie, et s'engager à reprendre la batterie ou à la réparer avec des vrais engagements financiers et moraux. Alors, vous l'avez bien compris, il s'agit de joindre ensuite à tout ça le geste à la parole et de transformer notre culture d'entreprise et mesurer notre progression par le pourcentage de véhicules propres commercialisés à Tahiti, le nombre de batteries réparées, la quantité de pièces recyclées par famille détachées par véhicule, également le nombre de contrats de coopération signés avec les partenaires locaux, et ils sont nombreux, atteindre une sensibilisation de 100% des salariés aux enjeux climatiques et rassurer les clients avec transparence. La feuille de route régénérative de notre société Sodiva marque une étape décisive vers une mobilité durable et une économie circulaire en Polynésie française. En agissant sur plusieurs leviers, la réduction des véhicules polluants, la valorisation des batteries, les partenariats écosystémiques, le bien-être des salariés et le bien-être des clients, Sodiva se positionne en acteur innovant et responsable. Cette démarche portée par des actions concrètes et des indicateurs de suivi rigoureux garantit une transition énergétique bénéfique pour l'ensemble de la communauté polynésienne et inspire une nouvelle dynamique dans le secteur automobile. Alors, ensemble, vendons mieux, vivons bien, protégeons notre environnement et engageons-nous. Maruru. Eh ben voilà, c'est lancé. Merci beaucoup, Gilles. Voilà. Ornella,
Domaines différents, styles différents, tailles d'entreprise différentes. Allez. Power. Bonjour tout le monde. Alors donc je suis Ornella, la fondatrice de Fenua Smart. Ah bon? Fenua Smart, c'est quoi? C'est une jeune start-up qui est dédiée en fait à la valorisation de nos produits locaux, avec l'ambition d'offrir des aliments aux Polynésiens, des aliments à la fois délicieux, sains et nutritifs. Aujourd'hui, nous proposons des biscuits à base de farine de uru, manioc, umara et coco, sous la marque Aimeho, qui veut dire manger en se cachant, c'est tellement bon qu'on ne veut pas partager. Elle est née de ma volonté de répondre aux besoins et aux fragilités révélées par la crise Covid en proposant une alternative durable à la malbouffe. Je me rends compte que ce que je souhaite mettre en place n'est possible qu'avec la structuration de l'agrotransformation, car je n'arrivais tout simplement pas à trouver les produits nécessaires pour mon projet. La CEC m'a fait prendre conscience des leviers essentiels à nos développements économiques à tous, et plus particulièrement à mon activité. Les enjeux environnementaux ne doivent pas être de simples indicateurs de performance de nos politiques RSE, mais un véritable pilier central dans la construction d'un modèle durable, vertueux et régénératif. Cette prise de conscience ouvre une véritable opportunité. Repenser notre approche et bâtir un nouveau modèle économique applicable à la filière d'agrotransformation. Cette prise de conscience, c'est une véritable... Il était impensable de laisser passer une telle occasion. Cela m'amène à poser ma question générative. Comment Fenua Smart peut impulser la structuration d'une agrotransformation régénérative menant vers l'autosuffisance du Fenua à travers un système de production alimentaire innovant et inclusif en offrant de délicieux produits sains et nutritifs. Pour réussir ce pari, nous nous basons sur 3 leviers de redirection, dont en 1, la structuration de la filière, en 2, la promotion du mieux manger et du mieux consommer, et enfin en 3, une stratégie de production bas carbone. Je vais principalement focaliser sur la première, qui est la structuration de la filière, qui passe par la construction d'un nouveau modèle de production que nous sommes en train de définir avec nos collaborateurs et nos partenaires. Notre nouvel atelier d'agrotransformation de la DAG à Mateia est équipé de machines dernier cri et nous permettent en fait de passer à la vitesse supérieure parce qu'on était en tout manuel juste avant cet atelier. Nous sommes en train de définir nos KPIs en termes d'approvisionnement local, en termes de production, de distribution. Nous travaillons main dans la main avec d'autres agrotransformateurs pour mutualiser nos moyens. Là, dernièrement, avec Juliette, la fromagère de Tahiti, nous venons d'embaucher un commercial commun. Et nous avons pour ambition de faire d'autres choses pour essayer de mutualiser davantage nos moyens et d'aller plus loin. Nous travaillons avec différentes instances du pays pour favoriser la création d'un collectif pour mieux défendre nos intérêts. Avec la CAPL, nous avons commencé en fait à en discuter. Enfin, nous souhaitons tendre vers un approvisionnement 100% local et responsable, en créant des partenariats avec des acteurs de protection de l'environnement et l'inclusion sociale. Aujourd'hui, j'accueille un travailleur handicapé avec moi. Nous travaillons étroitement avec nos fournisseurs pour créer et développer des emballages durables et responsables. L'atelier à côté de moi, enfin, j'achète des emballages avec l'atelier qui se trouve juste à côté. Et pour nous passer en fait d'importation, de produits importés et contribuer positivement aux communautés locales et au développement du Fenua. Notre deuxième levier est la promotion du mieux manger, du mieux consommer. Pour y arriver, il faut embarquer nos collaborateurs en interne. Et nous avons coécrit ensemble notre charte environnementale que nous avons tous signée cette semaine. Et derrière, nous allons en fait faire des formations pour essayer d'aller plus loin, de mieux comprendre ce
ce qui nous engage en fait, et en fait faire la fresque du climat. Derrière, nous souhaitons proposer des produits sains et nutritifs et travailler avec le lycée hôtelier sur des projets de développement de produits. Et enfin, nous souhaitons éduquer le client sur le mieux manger, le mieux consommer, moins sucré, et essayer de promouvoir mieux le vrac pour éviter les emballages. Enfin, mon troisième levier est de développer une production à faible émission carbone sur l'ensemble de nos activités. En conclusion, cette nouvelle organisation nous permettrait de développer efficacement et durablement la filière d'agrotransformation. Parce que travailler la farine, c'est vraiment pas du gâteau. Merci, bravo Ornella pour ton engagement, merci beaucoup. Autre secteur, autre type d'entreprise. Pierre ? Pour la TSP ? Allez Pierre. Pierre, on a vu ton émotion sur la session 1. Maintenant, on va voir ce qu'a donné ta transformation. On va voir ton émotion sur la session 2. Pierre était accompagné de Kihi Tuyo, Planet Champion sur TSP, qui est là-bas. Yorana Tato, merci beaucoup d'être là, merci de votre attention. Merci Ki d'avoir participé à nos travaux et merci à la CEC de nous avoir donné l'occasion de ces travaux. Aujourd'hui, nous sommes le 13 février 2035 et je ne sais pas si vous avez entendu ce matin aux infos, mais Larousse a publié la liste des mots qui apparaissent ou qui disparaissent du dictionnaire et dans cette liste, le mot déchet a disparu. En fait, vous en êtes peut-être pas rendu compte. Eux, ils ont plus de sagesse que nous et ils se sont rendus compte qu'en fait, il n'y a plus de déchets, on jette plus rien. On a réussi en Polynésie à absolument tout transformer. Et ça m'a fait tout drôle de réaliser ça. J'avais oublié qu'il n'y avait plus de déchets. Ça m'a fait tout drôle et ça m'a presque rendu nostalgique. Il y a un bon moment de ça. Un bon moment de ça, ça m'a rendu nostalgique et je me suis rendu compte qu'il y a 10 ans de ça, j'avais participé à la CEC et avec qui on s'était posé plein de questions et on s'était dit comment est-ce qu'on peut faire changer les choses. Alors, à l'époque, on s'était dit il faut absolument qu'on embarque tout le monde. Donc nos collaborateurs, bien sûr, mais aussi nos parties prenantes. Nos parties prenantes, c'est nos clients, c'est nos fournisseurs, c'est nos partenaires, c'est le pays, c'est les communes. C'est tous ces gens-là qu'on devait convaincre. Parce qu'effectivement, quand on est rentré de la CEC, il y a donc 10 ans de ça, mes collaborateurs m'ont pris un peu pour un allumé. Mais je pensais que c'était possible. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? On avait beaucoup réfléchi et on s'était dit, il y a un domaine sur lequel on peut agir, mais tout de suite, parce qu'en fait, on le fait déjà un petit peu, c'est la valorisation des déchets végétaux. À l'époque, on faisait quelques communes en déchets végétaux, on faisait un petit peu de compost qu'on vendait comme ça dans les grandes surfaces. Et on s'est dit, mais pourquoi pas aller beaucoup plus loin ? Pourquoi laisser rentrer sur notre territoire des engrais chimiques qui viennent de l'étranger, qui non seulement ne sont pas durablement favorables, bons pour les sols, mais qui en plus représentent des déchets. Il y a des sacs de terreau, des sacs de compost. Alors qu'en fait, si on valorise la totalité des déchets végétaux de la Polynésie, et je parle que des déchets végétaux, on a de quoi enfin avoir les moyens de régénérer la cocotteraie. Et donc on s'était dit, non, est-ce qu'on s'arrête là ? Si on réfléchit bien, c'était déjà pas mal, mais on s'était dit à l'époque qu'il y avait un autre souci, c'est que tous ces atolls, notamment des Tuamotu, étaient desservis par des goélettes pour apporter des légumes, des fruits, des légumes, et que si on allait plus loin dans la valorisation des déchets végétaux, on pouvait rétablir les cultures en maïté et pouvoir permettre aux atolls de redevenir autonomes en nourriture et en tout cas améliorer non seulement le bien manger, mais retourner sur un circuit court en fait. Donc la valorisation des déchets verts, à l'époque, ça nous avait permis de réduire quand même considérablement notre impact.
Il y avait un deuxième sujet sur lequel on a travaillé, c'est qu'on s'était dit, ok, on a éliminé tous les déchets végétaux. On avait à l'époque fini par intégrer à ça toute la partie fermenticible des ordures ménagères. C'était énorme. Mais il restait encore des choses à faire. Et on s'est souvenu que dans les années 2020, il y avait un plastique odyssée qui était passé en Polynésie. Et à l'époque, c'était des gens qui avaient un bateau et qui faisaient le tour des océans en essayant de ramasser le maximum de plastique flottant. Vous savez, tous ces plastiques qui constituent, dit-on, le 6e continent. Ça, c'était avant. Et ben, ces plastiques-là, ils étaient revalorisés avec des fours qui consommaient pas beaucoup d'énergie parce qu'en fait, ça faisait pas fondre le plastique, ça permettait de le modeler. Et en fait, à l'époque, on s'était dit, mais nous, on n'est pas des charpentiers, on va pas faire des meubles, on va pas construire des maisons en bois. Par contre, peut-être que les gens qui font ça, on peut leur éviter d'importer du bois, on peut leur éviter, si possible en plus, d'importer du bois issu de forêts non raisonnées. Et donc, on s'est lancé dans cette pratique. Là, on a réussi à pouvoir écouler un certain nombre de déchets plastiques. Et puis, comme ça n'allait pas assez loin, et comme on n'arrivait pas à aller plus vite, et ben à l'époque, on avait ouvert, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à Tiperui, on avait ouvert un Fab Lab qui était mis à la disposition de toutes les bonnes volontés qui voulaient travailler sur nos solutions à nous. Parce que des solutions de valorisation de déchets, il en existe plein dans le monde, et il y en a même certaines qui marchent. Sauf qu'elles sont avec des bassins de population énormes, avec des investissements encore plus énormes. Et nous, on s'est dit, ça sert à quoi de prendre du plastique et de l'envoyer à l'autre bout du monde, alors qu'en fait, le problème, il est ici. Et c'est ici qu'on doit le régler. Et la low-tech, c'est pas un gros mot. Il faut être raisonné. On parle d'agriculture raisonnée, on parle de forêt raisonnée, ben, soyons raisonnables. Et donc, c'était comme ça qu'on avait réussi à l'époque à travailler. Et moi, je me suis pas rendu compte qu'il y avait tout un mouvement qui nous suivait, bien au-delà des frontières de la Polynésie, et qui a conduit à ce qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de déchets. Et aujourd'hui, eh ben, je suis très très heureux d'avoir pu participer à mon tout petit niveau au fait que mon petit-fils ne connaît même pas ce que ça veut dire, le déchet. Merci beaucoup Pierre, merci Kihi. On accueille un pitch surprise. Aka Vincent Dupont. Jean-Paul, Aïta, excuse-moi, Jean-Paul et Vincent. C'est maintenant que ça se passe. Excusez-moi, hop, Jean-Paul, c'est pas bon ça. Quoi? Jean Aïta, tu marques. J'ai fait ça. Jean Aïta, Aïta. Hey, non. Hey, je suis des meufs, je sais pas. Tu veux te mettre là? Mais où vas-tu? Mais où est-ce que tu... Prenez vos places, allez-y. On les encourage. Alors, on les encourage d'autant plus qu'il y a une heure, j'étais pas sûre qu'ils interviennent, alors merci. Même magnifique. Ce matin, on n'avait pas encore la feuille de route. Voilà. Donc vous voyez que c'est possible avec. Tout est possible. Avec un collectif. Voilà. Quand exactement. Voilà. Alors pourquoi la CPS, la Caisse de prévoyance sociale de Polynésie française, au CEC? C'était une vraie question. En fait, la CPS, c'est quoi? C'est le cœur de métier. Son cœur de métier, c'est l'humain. Et dans le monde où on vit, eh bien, il y a l'humain, il y a le minéral et il y a l'animal. Et nous, CPS, eh bien, on va se focaliser sur l'humain. Et on se focalise aujourd'hui sur l'humain. Et donc, l'avenir de la planète, là où vivent les humains, nous intéresse. Et dans ce cadre précis de la CSE, il nous semblait important d'accompagner aussi l'évolution de notre société, d'anticiper et d'être influenceur aussi, parfois. Et si la caisse de prévoyance de Polynésie n'existait plus, qu'est-ce qui vous manquerait? Alors, vous manquerait quoi? La santé. Dans ce scénario catastrophe,
CEC. Je précise, c'est une fiction. D'ici 2035, comment la Caisse de prévoyance sociale peut-elle redéfinir son rôle pour mieux protéger la santé et le bien-être des Polynésiens dans le respect des limites planétaires et les principes sociaux fondamentaux qui nous guident et qui guident la société polynésienne notamment? Institution polynésienne qui prend soin de chacun de nous depuis 1956, la CPS intervient à chaque étape de la vie des Polynésiens, de la naissance au trépas. En effet, avec les moyens financiers mobilisés, considéraux, 160 milliards en 2025, la CPS intervient à chaque étape de la vie. Sa raison d'être est de garantir une couverture sociale multirisques que sont les prestations familiales, la santé, la vieillesse, les aides sociales en faveur des populations vulnérables et les plus défavorisées. Notre écosystème interagit avec différents acteurs que sont les assurés, les employeurs, les partenaires sociaux, les effecteurs de soins, les associations, les communes, les prestataires multiples et les autorités. Et c'est là qu'est la force de la CPS, si on peut dire. En mobilisant l'écosystème CPS, le cap 2035 est d'asseoir un modèle social robuste, pérenne, inclusif et résilient pour une Polynésie solidaire, en bonne santé, en lien avec le vivant, marin, terrestre, habité pour chacun. Pour ce faire, 4 leviers de redirection. 1. Agir pour la promotion de la santé. En devenant l'entreprise influenceuse de référence. En créant une nouvelle branche promotion santé durable pour réduire le volet curatif. En incitant plutôt qu'en pénalisant. 2. Se transformer de l'intérieur et être exemplaire. En digitalisant l'ensemble des process avec le défi zéro papier d'ici 2030. En impliquant nos partenaires pour une réduction de notre empreinte carbone. 3. En contribuant à la mise en œuvre d'une couverture sociale universelle. En simplifiant l'ensemble des démarches ou plus près des usagers. Accompagner le bien vivre ensemble. En renforçant les dispositifs de soutien aux plus vulnérables et aux familles précaires. En renforçant le lien intergénérationnel dans la solidarité sociale, en mettant en place la branche autonomie-dépendance, en innovant et redirigeant les aides sociales et sanitaires dans un espace juste et sûr. Alors la Caisse doit-elle redéfinir dès maintenant son rôle pour mieux protéger la santé et le bien-être des Polynésiens dans le respect des limites planétaires et les principes sociaux fondamentaux? La réponse n'est envisageable qu'avec la contribution de vous tous. La CPS n'a pas la réponse, mais la CPS, avec vous, pourra la trouver et la mettre en œuvre. À vos côtés, nous nous y engageons. Dès lors, le temps est venu d'œuvrer ensemble pour notre Fénois et la planète dès maintenant et redevenir humain. Avec la CPS, changeons pour survivre. CPS. Oh. Livi, Maruru, la CEC, Merci. Maruru, partenaire, Maruru. C'est que vous nous faites des surprises. Ils sont forts quand même. Hein. Ah, oui. Oui, on enlève. Tu veux Merci enlever? infiniment. Beaucoup. Merci. Merci. Merci d'avoir osé. Allez, le dernier, un petit dernier pour la route. Une entreprise un peu particulière. Avec Christophe et Eric. Christophe Balzan était accompagné d'Éric Vicario, son planète championne. Ils ont travaillé comme des fous. Ça dépend. Non, pas vraiment. Ça dépend des jours. Merveilleux. Ah. Bonjour à tous. C'est à vous. Je l'ai encore, vous ne l'aviez pas. Ah, non, tout à l'heure.
Bonjour, je m'appelle Christophe Balzan, je suis le fondateur de la société AOA. Cette société s'est donnée pour mission la sauvegarde et surtout la régénération de la biodiversité terrestre en Polynésie à travers la lutte contre les plantes invasives, la sauvegarde, la multiplication et la réintroduction de plantes indigènes et endémiques. Nous travaillons déjà dans ce sens en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et la DAG dans la vallée de Moaroa à Mataya. La CEC a été un élément très important dans notre construction. Non pas dans la rupture de notre modèle, nous sommes déjà régénératifs par essence, mais plutôt dans la structuration et la clarification de notre modèle. AOA est une société encore jeune, avec un business plan très différent des standards et parfois complexe à expliquer. Je me suis longtemps heurté à l'incompréhension face à notre projet. Manque de maturité de notre part, certainement, mais aussi face à une société dont les enjeux ne sont pas encore alignés avec cette nécessité absolue de préserver la vie. La construction de notre question régénérative est longtemps restée centrée sur notre présent et notre combat pour la survie de l'entreprise à court terme. Le travail avec nos accompagnants, avec Eric, avec Céline, Françoise, nous a permis de nous remettre dans une perspective à long terme dans laquelle nous aurions trouvé l'équilibre économique de notre modèle. Notre nouvelle question nous a permis de réellement visualiser notre avenir et notre ambition. Je vous la livre maintenant. Comment devenir un modèle de référence stable et réplicable, des projets de régénération de la biodiversité, vecteurs d'inclusion, de formation, d'emploi et de coopération, soutenant la recherche, l'éducation, le développement durable des sociétés au travers d'une culture du vivant. Cette question s'appuie sur 4 piliers. Le premier pilier, valoriser et développer des projets de conservation botanique, la restauration des forêts et la régénération de la biodiversité. Nous voulons augmenter les surfaces, les sites et le nombre d'espèces considérées. Nous souhaitons passer de 250 hectares aujourd'hui à plus de 1000 hectares, d'un projet à Tahiti à au moins 5 autres projets dans les autres îles et archipels. Le deuxième pilier, conséquence et complément du premier, associer l'humain à la régénération du vivant. L'environnement doit devenir, l'environnement est déjà un vecteur très important d'emploi, d'inclusion et de formation, de certification pour le plus grand nombre. De 25 employés aujourd'hui, nous voulons passer à 50 dans les 2 ans qui viennent, puis à 100 d'ici à 5 ans. Ceci devra s'accompagner aussi par la formation et la montée en compétences de nos cadres. Je suis persuadé qu'à terme, c'est plusieurs centaines d'emplois qui peuvent être considérés. Le troisième pilier, développer la recherche, la sensibilisation et l'éducation. Nous devons devenir un laboratoire d'expérimentation et de création d'expertise locale dans ces nouvelles activités, un lieu de recherche pour les étudiants polynésiens et être aussi un vecteur de transmission et de vulgarisation. Le quatrième pilier, plus économique, diversifier nos offres pour proposer des solutions de régénération au travers des solutions fondées sur la nature, des produits et des services accrédités, partager des bonnes pratiques et protocoles pour tous les partenaires de notre écosystème polynésien. Notre objectif en 2025 est d'augmenter nos partenariats de 20% et de les doubler dans les 3 prochaines années. En conclusion, la régénération de la biodiversité est encore un secteur nouveau en Polynésie et dans le monde, avec les aléas communs aux innovations et aux pionniers. De nos débuts à aujourd'hui, notre travail, la participation à la CEC et à d'autres réseaux, l'acceptation de notre projet par les parties prenantes, vous entre autres, a bien changé. Mais une bonne idée ou un bon projet ne vaut rien en soi sans un écosystème qui l'intègre et la soutienne. Le travail ne fait que commencer. Il va durer des décennies et nous avons besoin de tous pour que la régénération de la biodiversité et du vivant soit une norme et non une exception. Je pense que nous sommes tous convaincus aujourd'hui, si ce n'est de l'urgence, au moins de notre responsabilité. Nous devons changer notre focus pour que les priorités changent et que dans 10 ans, nous soyons fiers du chemin parcouru. Merci à tous, merci d'être là ce soir et merci pour cette année. Merci. Merci Christophe, merci Eric. Oh. Bonjour. Je sais parler le français, ne vous inquiétez pas.
Aujourd'hui, je suis ému pour les projets que vous avez prévus, mais nous, on voyait déjà plus loin lorsqu'on connaissait nos ancêtres. Et avec vous, j'aimerais bien partager une idée que nos ancêtres avaient par rapport à la régénération ou la préservation de la nature. Nous avons un principe qu'on respectait tout au long de l'année, c'est le Matahari. Le Matahari Nia et le Matahari Raro. Le Matahari Nia, c'est la période de l'abondance. Et le Matahari Raro, c'est la disette. Toutes ces périodes-là servaient aussi de leçons et d'apprentissage, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes. Et ces principes-là étaient respectés depuis le temps. La régénération, nous, on consommait tout ce que la terre nous donnait, mais on n'oublie pas de rendre aussi à la terre ce qu'on lui doit. Et ça a été un principe depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec d'autres érudits, entre guillemets, de la culture, pour pouvoir trouver une solution afin de pouvoir partager le principe du Matahari à l'échelle polynésienne déjà, pour commencer, et peut-être partager aussi avec vous tous nos principes traditionnels que nous pratiquions depuis longtemps. J'ai sillonné plusieurs îles pour pouvoir partager aussi ces témoignages-là, et sans oublier avec la participation de la DIREN et de la TSP, nous avons sillonné pas mal d'atolls pour pouvoir après trouver des solutions avec la population, bien sûr, à travers les ambassadeurs de l'environnement. Peut-être vous avez déjà visionné les petits clips qui sont passés, les petites vidéos. Il y avait une chanson qui était passée aussi à un moment donné, qui a tourné en boucle à la télévision. Et en radio, c'était Apo Ihere Itemoana. Et c'était une chanson écrite par un jeune aussi qui pensait de la même façon parce que c'était un surfeur. Il pensait beaucoup à l'océan. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tailler sur encore une autre chanson, bien sûr qu'on va présenter avec la DIREN, la FD, c'est ça Mounia, l'AFD, Mounia c'est l'AFD, hein? Avec l'AFD, la TSP et le collège de Punavia, pour pouvoir aussi préserver cet océan-là. Et l'océan, pour nous, ça a été aussi la route vers une destination pour pouvoir trouver et de former une vie. C'est-à-dire que l'océan a été aussi la route pour pouvoir se déplacer sur des atolls. Et dans nos histoires et dans nos pratiques, lorsqu'un navigateur il se déplaçait pour aller sur une île qu'il ne connaissait pas, où il n'y avait pas d'habitants, il avait toujours un principe, c'est de donner un nom à l'île. Mais tout d'abord, il faut nettoyer. Il avait cette pratique-là de préserver d'abord, de garder, de nettoyer, de dresser un marais, de donner un nom, d'où le nom, quand on appelle aujourd'hui district commune, mais avant on appelait ça un Va'a Mata'ina. Bon, après c'est sorti district, mais district, on n'a jamais compris pourquoi on a mis district. Moi-même, je n'ai toujours pas compris pourquoi on met district, mais nous on appelle toujours ça un Va'a Mata'ina. Va'a c'est pirogue, mais Va'a Mata'ina c'est différent. C'est un village, c'est une famille. Tout ce qui est accosté sur l'île devient la famille aussi du peuple qui y habite. Et aujourd'hui, j'aimerais bien partager, vous êtes les bienvenus dans ma famille. Ça, c'est juste, vous avez commencé à réaliser que nous, on a besoin de protéger cet océan-là. Et nous, on battra avec la DIREN, DSP, l'AFD, pour promouvoir encore et de propager ce message-là, de protéger cet océan. Et d'ailleurs, lors du FIFO, on a balancé aussi nos principes avec le copain Kanak, Nouni, Lupac. Et on avait toujours une devise dans notre tête, c'est comment expliquer à ceux qui sont au-dessus, dans l'hémisphère nord, qu'on existe. Et à travers la cinématographie, ça a permis à ceux de l'hémisphère sud de baisser la tête et de regarder dans cet océan. Il y a du monde en bas qu'ils sont en train de démontrer. Et aujourd'hui, avec vos idées et vos projets, on deviendra le miroir de ce monde. Je l'espère. Maruru.
On doit vous avouer que c'est un bonheur en fait que Minos nous fasse l'honneur de sa présence et qu'il partage avec nous ses savoirs. Merci infiniment. Alors on rentre dans une deuxième partie finalement de cette soirée. Vous avez entendu des pitchs de feuilles de route. Je vous l'ai dit, le deuxième livrable finalement de notre CEC, c'est la capacité en fait à aller au-delà. Et en particulier sur les projets coopératifs. Voilà. En amont de ça, il nous a semblé intéressant d'avoir le témoignage d'un de nos dirigeants qui est dans le secteur bancaire. Je voudrais demander à André de nous rejoindre. Ah bah il est là, super. Voilà. André ne va pas vous présenter sa feuille de route, mais il va... J'aurais pu, mais on m'a demandé de présenter mon sursaut. Bah alors vas-y, balance ta feuille de route. Non, c'est compliqué de passer derrière Minos, parce que ça fait pas longtemps que je suis en Polynésie, et c'est impossible de ne pas être touché par toutes ces histoires et par tous ces espoirs en fait qu'on a. Pourquoi j'ai décidé de parler de mon sursaut? Parce que c'est quelque chose de très personnel et c'est difficile de se montrer devant les autres. Mais je me suis dit, on est là et il faut se mettre à nu. Hein. On était du groupe des naturistes. Il faut se mettre à nu pour une cause qui nous dépasse tous. Et une cause très collective. Donc je vais lire ce que j'ai mis comme sursaut. La mission première d'une banque est de rendre possible les projets de ses clients, qu'ils soient personnels ou professionnels. Pendant longtemps, nous avons exercé ces rôles avec sérieux et engagement, en cherchant à financer l'économie et accompagner nos clients vers leurs ambitions. Mais notre passage par la Convention des entreprises pour le climat a tout changé. Cette expérience nous a poussé à revenir à l'essence même de notre utilité et à questionner notre impact réel sur le monde. Nous avons pris conscience que nos choix de financement, nos décisions stratégiques et nos modèles économiques ne sont pas neutres. Ils influencent directement la trajectoire écologique et sociale de notre Fénois. Et je peux dire notre parce que je me considère partie prenante de cette aventure. Au fil des conférences, des ateliers et des échanges avec d'autres dirigeants engagés, un déclic s'est produit. Nous avons visualisé un futur où la Banque des Polynésies ne se contente plus d'accompagner l'économie, mais la transforme, en devenant un moteur de la transition vers un modèle régénératif, respectueux des limites planétaires et porteur des prospérités durables. Mais visualiser ces futurs ne suffit pas. Rohani, Sophia et Eileen, elles nous ont demandé d'agir. Le travail ne fait que commencer. Prendre cette voie exige des efforts, des renoncements, du courage. Cela demande de repenser notre métier, de faire évoluer nos offres, d'accompagner nos collaborateurs et nos clients vers des nouveaux repères. Heureusement, et fort heureusement, nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. La grande force de cette convention réside dans son collectif. Une dynamique puissante où les entreprises unissent leurs forces pour bâtir un modèle économique plus résilient. Aujourd'hui, nous faisons partie de ces mouvements et nous avons une certitude. Il est possible d'allier performance et impact positif, rentabilité et responsabilité. Il ne tient qu'à nous de transformer cette conviction en action. Maururu. Et en parlant d'action, ouais, comme j'ai dit, je continue un peu, pardon. J'en profite de cette opportunité. Comme j'ai dit, nous avons eu la chance, grâce à cette tribune de la CEC, d'échanger, de partager
et surtout de s'aimer quelques idées. Je vais demander à ceux qui doivent venir, pour ne pas le nommer, à ceux qui ont signé quelque chose qu'on va en parler. Allez, venez, venez, venez. Quelques idées, en fait, certaines des idées qu'on a pu avoir, elles n'ont pas encore pris, c'est vrai. D'autres germent timidement. Mais puis, il y en a une qui a trouvé un terrain très fertile. Et avec les participants du monde de la finance, qu'ils soient du public ou du privé, nous avons décidé de ne pas la laisser pousser au gré des vents. Nous l'avons arrosée, protégée des intempéries. Et pourtant, c'est la saison des intempéries. Et aujourd'hui, elle prend racine. Un projet coopératif ambitieux. L'élaboration d'une charte pour une finance responsable. Et comme toute jeune pousse a besoin des bons jardiniers, je passe au grand paysagiste et jardinier expérimenté Régis qui va expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça, Yorana? Donc effectivement, on s'est réunis, on s'est unis et on a signé. Et on a signé donc une charte pour une finance responsable. D'abord, le mot responsable, c'est pour dire que maintenant que nous savons, nous devons agir. Et en plus, nous savons que nous ne sommes pas seuls et qu'on peut bouger les lignes. On a reçu une boussole et maintenant c'est à nous de contaminer nos parties prenantes pour que la bascule se fasse. Ensuite, la finance. De quoi on parle? Bien sûr, les banquiers, les établissements de paiement, mais il y a tous ceux qui participent au financement des projets. D'abord le pays, l'État, au travers des subventions, des défiscalisations, des aides, les assurances. Nous devons, le public comme le privé, être un accélérateur de ce changement. Et les financiers de la CEC ont réussi, en tout cas, à se mettre ensemble pour se fixer des règles. Donc une charte, c'est une liste d'engagements, elle fait 3 pages, où ensemble, on veut rendre réel un espoir commun qui est de réussir cette transition nécessaire, compatible avec les limites planétaires, tout en faisant attention aux minima sociaux et aux populations vulnérables, notamment dans les îles, pour que économie, sociale et environnement puissent cohabiter. Ensemble, on a l'ambition de définir des critères environnementaux, sectoriels, où nous pourrons ensemble avoir un langage commun, un référentiel commun. Et tout à l'heure, mon ami Bonvarlet disait, sur les voitures, on a un objectif d'avoir un niveau de voiture moins polluant. Ben, rendez-vous au prochain salon de l'automobile et on traduira ça en action. Donc définir ces critères environnementaux va nous permettre ensuite de procéder ensemble à des notations, à avoir des référentiels communs. Le troisième engagement qui est important, c'est définir ensemble une ligne rouge. Les projets que nous ne financerons plus. Parce que ça ne sert à rien de dire non s'ils vont à côté. Donc il faut pouvoir maintenir le dialogue avec les clients, de faire en sorte que cette évolution, elle soit progressive, discutée. Il ne s'agit pas de faire des critères dans notre coin, il faudra le faire avec les parties prenantes pour dire à quel objectif de temps, comment et quel engagement on prend dans les financements qui seront alloués. Enfin, il faudra embarquer les parties prenantes. Bien sûr, nos équipes, nos partenaires, nos clients, nos fournisseurs, les églises, tous ceux qui peuvent accélérer, renforcer la prise de conscience et l'engagement des uns et des autres pour changer. En clair, cette charte, elle se veut être de transformer la finance, une finance plus rouge, bleue, verte, en tout cas une finance plus vivante.
Voilà, et c'est ce que l'on voulait vous dire aujourd'hui. Donc, avec les signataires qui ont travaillé sur ce projet coopératif, je voulais appeler donc, la SOFIDEP, OFINA, donc la Banque de Polynésie. On a travaillé avec la direction du budget, l'Agence pour le développement économique. Ils vont vous soumettre cette charte et on espère que le monde financier public-privé pourra se réunir autour de cette charte. Avec les assureurs aussi, nous avons Alliance parmi nous. Et dans un deuxième temps, nous allons élargir le cercle. Et avec l'AFD, j'en doute pas, et d'autres, nous allons renforcer, diffuser cette ambition. Et donc on voulait ensemble, Monsieur le Président, vous remettre la charte pour la finance responsable. Qu'est-ce qu'on est fiers. Merci. On est tellement fiers. On est tellement fiers. Surtout qu'ils ont accéléré pour que ce soit là, prêt, avec une première action très concrète. Et avec cette volonté finalement d'aller beaucoup plus loin dans la coopération. C'est certainement une charte, ça s'est jamais encore vu. Je pense qu'au sein de la CEC, il y en a pas mal qui veulent s'engager en 2e, 3e et 4e volet. Et c'est vrai que l'enjeu derrière, ça va être d'aller encore plus loin. D'abord d'embarquer le public et puis derrière d'aller plus loin. Ce qui fait une excellente transition sur les autres petites graines qui ont été semées, pour reprendre. Et en particulier, en fait, dans toutes nos réflexions, un des points qui est revenu à chaque fois, c'est partenariat public-privé. Un des leviers en fait de transformation, c'est effectivement en fait le public, le travail entre les organisations et les entreprises et les organisations. La partie réglementaire fait partie des enjeux en fait de transformation. On a 2 projets qu'on voulait mettre en valeur, certainement ceux qui sont les plus avancés aujourd'hui. Alors, ils vous ont déjà été présentés lors de la mini-CEC du gouvernement. Comme tout le monde n'était pas là et que c'est des points qui sont, à mon avis, importants, on voulait les repartager. Voilà, parce que ce sont certainement en fait des projets que vous allez être amenés à revoir très bientôt sur vos bureaux, dans vos emails, parce qu'effectivement, on va clairement avancer. On a des équipes derrière qui sont en route pour avancer. J'appelle Laura Siou. Laura. Allez, Laura, vas-y. C'est sympa de passer à Régis. Bonjour à tous, donc je suis Laura Siou, je représente aujourd'hui le collectif pour le projet coopératif territorial Partenariat public-privé. Donc aujourd'hui, notre parcours CEC Pacifique se termine après 11 mois d'ascenseur émotionnel, de travail de réflexion profonde sur nos modèles d'affaires ou de services pour construire un avenir durable et souhaitable pour le Fénois. Nous avons tous ici présents, la conscience de la situation. Elle est catastrophique, urgente, voire absurde. Et donc, face à ce constat, nous avons un devoir envers la population, envers notre Fénois et envers les générations suivantes. Nous devons agir vite, et nous devons agir vite pour changer de paradigme, de mode de fonctionnement pour le futur, et surtout à très court terme, pour construire la résilience et la robustesse du dérèglement climatique que nous allons indubitablement subir. Mais si nous voyons cette crise environnementale comme une opportunité pour la Polynésie, d'être un modèle inspirant pour le reste du monde.
Et si notre insularité était une force et non une faiblesse? Une force, car nous pourrions être un laboratoire, un projet pilote pour une économie régénérative au service du vivant. Alors quand on a pris notre claque, là, à la première session de la CEC, il y a Sandra qui a eu la lucidité de proposer une feuille de route co-construite avec les acteurs du public et du privé pour l'avenir du Fénois. L'intérêt initial était réel, commun et fort. Et donc dès aujourd'hui, nous pouvons envisager, imaginer et co-construire entre les pouvoirs publics et les organisations privées un nouveau modèle de partenariat public-privé. Donc aujourd'hui, les entreprises de la CEC sont engagées. La prise de conscience individuelle des dirigeants est réelle. Vous avez vu, il y a eu 31 feuilles de route remises aujourd'hui, une autre à venir. Et ce qui ressort quand même de ces 11 mois de parcours, c'est qu'on ne pourra pas y arriver seul. On a besoin des pouvoirs publics. Et vous l'aurez compris, la première étape, c'est d'abord sensibiliser, 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 atteindre la base, atteindre nos collaborateurs et contaminer positivement le reste du monde. La sensibilisation est essentielle pour se comprendre, se faire comprendre et parler le même langage. Ensuite, il faut penser collectif, coopératif et objectif. Donc à ce titre, nous les entreprises, nous avons pris l'engagement de sensibiliser nos collaborateurs et de réaliser notre bilan carbone. Nous attendons la même chose de votre part. À titre d'illustration, les organisations privées représentent 500 collaborateurs environ de la CEC. 5000 collaborateurs. Ensuite, on aura besoin du soutien des instances publiques pour les entreprises du pays pour générer une prise de conscience collective des enjeux environnementaux et sociétaux et des impacts des sociétés sur ces derniers. À titre d'exemple uniquement, ça peut être des projets de loi et de réglementation incitant à la prise de conscience des entreprises de leur impact carbone, ou la création d'un cadre juridique novateur, tel que le statut de société à mission, ou encore le mécénat de compétences. Et enfin, des politiques publiques à visée régénérative. Il y a eu pas mal de propositions déjà de fait jusqu'à présent. Plus concrètement, dans ce collectif coopératif, on a identifié des thématiques sur lesquelles travailler. On avait identifié l'autosuffisance alimentaire, l'éducation, la mobilité, le logement, la gestion de l'eau, le tourisme, l'inclusion, l'énergie. Mais évidemment, les directions qui seront prises par ce partenariat correspondront aux directions que le gouvernement donnera également à leur démarche. Pour mettre en marche ce projet coopératif, nous devons surtout nous mettre en ordre de bataille dès demain pour construire un noyau dur et stable qui sera garant de la méthodologie et de la mise en œuvre d'une feuille de route de ce partenariat public-privé au-delà des calendriers électoraux et des considérations politiques habituelles. Donc, je recrute activement des volontaires qui feront partie de ce collectif. Ce n'est pas rémunéré, c'est en dehors des heures de travail. Et j'invite déjà mes amis, mes partenaires de ce collectif à venir ici et qui... venez, s'il vous plaît. Allez. Allez. Et avec qui nous allons Francine, viens, travailler sur ce projet coopératif. Francine, Ralph. Et proposer des choses ambitieuses, inspirantes et garantes de l'avenir de nos enfants. Merci à tous. À vous.
quelqu'un peut dire un mot? Ah, c'est moi qui garde le micro. Et maintenant? Et maintenant quoi? Et maintenant quoi? Ben maintenant. Ah ok, d'accord. Allez, Justin. Et maintenant, que vais-je faire? Eh ben on va continuer, on va tout déchirer. Voilà, on va faire ça, vous êtes d'accord? Voilà. Oh, vous commencez à fatiguer. Alors, on va, avant de terminer cette cérémonie de clôture, on a demandé à Minos de nous préparer quelque chose. Je vous avoue qu'il nous a expliqué, et c'est ce qui justifie pour nos participants notamment. On leur a demandé, en fait, pour tout vous expliquer, on leur a demandé de venir avec une feuille de Aouti. Donc vous devriez tous avoir votre feuille de Aouti. Qui n'a pas sa feuille de Aouti? Alors, on ne sait pas autour de cette salle. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bons, ils sont forts, ils sont extraordinaires, ils sont géniaux. Oui, c'est pas mal. Ah, c'est joli. Qui d'autre n'a pas? Ben, sinon, si vous en avez pas, il y en a là. Là, dans les piliers, sur les piliers, c'est bon? Karine, t'as ta feuille de Aouti. Ben, c'est pour nos dirigeants. Et puis, on va voir comment ça se passe. Si on veut, je sais pas, faut voir. Nous aussi. Nous, on a... Allez. On appelle à la barre. Minos et ses musiciens. Tout. Oh là là, c'est ça que je fais? Yarana amu wahatatou. Yarana. Wata tu teime no tatou e whauti tu tatou para. Whauti tatou mo opuara. E oponi te i mahana. No te e whare ta amita otu. Ina huruma hokure a kai te nei. Te nera mo te whakiti e tu tatou puhinera. O te haara ai. O te whahoi para ai e tau tomo whauti ka. Te hoa te kāru, nā koe tō tia rā, no te e whenua tō mato. Te e whenua I here I e mato. I atotu I e mato, mai tau a taura e taro I te e mana. O ti tau atu o I o tau ki te nā rau auki, ore a rā rau ti. O te I e rau e tāpte e ara koto. E iero te tātara kātu, mā oi. Ia tuku mai tau a raura, I nei I tumuti. O te nā oi e I tona weka. E aro ino. E aro mai tei. Ia whahohoa I te I e rau. Nā toi e tau nā tātātou. E pro tātou engagement. E tau tātou I te I mana, I tau tomo o kuara. E tau mea o tau I tau tomo auti, mei te I tau. E aro ino. E aro ino. Warino wako te I e, e peti mātau I e mātau, nā toi e I te I o kuara o te rahi. O te I o wai e I tau tau tia turira. E ia tamau. Ia ore te tega ia mutu, e ia ore. O te hupako ia tātātou e rawa I te ia mahana. No te whauti kai e I tō tātou mano, tō tātou whiri a amu. E o tātou ia koe e te tōku I te ia mahana. I ngai I te ia papa, te ia tūru no papao. Iarara. Iarara.
E nā topata tātou. No te whenua e nā. E tapo ako ai e o te whenua tei. Tei e whenua tātou e tika ne. Tei e whenua o tātou I here atua. E tau atu tātou. E toi te I e tapa. Te e rau tātou e tika ne e tātika ne. O tātou ako ai e apapai rutonga. E tia pātua tātou I tātou mōrau. Et on va se lever avec le feu de tige. E ia tātou e horo. E hei me maruno tātou e tū tātou. Mai taru I whāke atu I koto, whaike atu I koto. E hahoka mai o toi tātou mōrau. E toi te I tātou. Ka koe e whauti e tei, tamuri tā I te moatu. E tanto tabri mai preteni. Namuri no me moto. Hape matuma. Namuri no me moto. Na uro e opon. O uro te motu kia no te CEC. Ah, CEC. Na uro en français. La fin. No me, que maruno me tato na city.